J'ai posté quelques vidéos où je faisais des planches à découper avec des inserts faits à la CNC et j'ai eu quelques demandes pour éventuellement un tutoriel sur comment faire ces inserts. Donc je me suis dit faisons-le, et comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, on va faire des inserts sur du bois debout qui est fait pour des planches à découper. Ma CNC est une Aureus 3X de chez Euromaker, je vous mets les liens dans le descriptif. C'est une machine qui fait 1 mètre x 1 mètre avec une broche AMB de 1050 watts. C'est une machine qui est proche d'une X-Carve ou d'une Shepoko. Pour l'exemple aujourd'hui, j'ai pris une chute de chêne et une chute de padouk qui contraste bien avec le chêne. Vous avez certainement déjà entendu parler des termes CAD et CAM. CAD veut dire Computer Aided Design. C'est toute la phase de, comme ça le dit bien, du design du projet. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, ce n'est pas le but de ce tutoriel. Le but du tutoriel, c'est le CAM, qui est le Computer Aided Manufacturing, qui est toute la gestion de la CNC, de la gravure et de la fabrication de la pièce. C'est là-dessus qu'on va passer son temps aujourd'hui, et si vous avez de l'intérêt dans le design avec Vectric VK, on peut toujours faire d'autres tutos, mais le tuto d'aujourd'hui est sur le manufacturing. Alors pourquoi parle-t-on de V-carving? Alors le principe de base, c'est qu'on a justement une couche de base. Ici, ça va être une planche à découper qu'on a fait préalablement. Et on va venir creuser dans cette planche une poche ou une partie femelle dans laquelle on va pouvoir venir intégrer une partie mâle, qu'on appelle en anglais le plug, qui doit s'intégrer le plus justement possible pour que, une fois qu'on ait retiré le dessus du plug et qu'on ait tout poncé, on ait des joints entre les deux parties qui soient, évidemment, les parties idéalement de couleurs différentes, mais des joints qui soient les plus justes et serrés possibles. On appelle ça VK parce qu'on fait les bords en V. On utilise des fraises en V pour le faire. Alors, pourquoi des fraises en V, me demanderez-vous? On pose parfois la question. Pourquoi ne pas juste faire des bords verticaux? Pour deux raisons. La première, c'est qu'on essaye de faire des incrustations assez profondes, et donc pour qu'elles soient assez solides. Et c'est très difficile de creuser de façon assez précise dans la partie mâle et la partie femelle pour qu'elles s'intègrent parfaitement sans laisser de joints. Ça peut être très dur à enfoncer si les joints sont très serrés. Et avec nos machines hobby de type Aureus, X-Carve, Shepoko, c'est très difficile d'avoir ce niveau de précision. Donc ça, c'est une des raisons. Ça marche donc assez bien si on fait des incrustations de type marqueterie, mais qui sont relativement de faible profondeur, mais ça ne marche pas bien si on veut avoir trop de profondeur. En plus, la colle n'arrivera pas à sortir, ça ne fonctionne pas bien. L'autre raison, c'est que si on creuse verticalement, avec des fraises droites, on va être limité en termes de type de coin qu'on peut faire. On ne peut faire que des arrondis dont le diamètre minimum est le diamètre de la fraise qu'on va utiliser. Alors que si on utilise une fraise en V, comme la fraise va sortir doucement du matériel dans les coins, ça va permettre de faire des coins beaucoup plus précis et beaucoup plus fins, sans limitation de courbure au niveau des coins intérieurs. Alors le gros morceau de ce tuto, c'est évidemment tout ce qui concerne les profondeurs. Il y a différents types de profondeurs, et je vais utiliser ici les termes qui sont utilisés dans le logiciel VK de Vectric. Et je vais donner quelques exemples. Voilà comment ça fonctionne. J'ai ma partie femelle. La première profondeur intéressante, c'est évidemment la profondeur de cette partie qu'on appelle la profondeur du pocket en anglais. Et on va venir mettre dedans une partie mâle. On aura évidemment une hauteur pour cette partie mâle qu'on appelle le plug. On doit laisser entre les deux, au fond, de l'espace pour la colle. La colle, ça prend un peu de place. En général, personnellement, selon mes tests, 1 mm fonctionne bien comme profondeur laissée pour la colle. Et on va aussi laisser au-dessus un espace qui nous permettra de venir nettoyer la partie supplémentaire ou la partie qu'on doit retirer de la partie mâle de façon plus facile. Donc on pourra passer éventuellement une scie entre les deux. Si on a une scie à bande, ça passe très bien entre les deux, si on laisse assez d'espace. Sinon, vous verrez, moi j'utilise la CNC pour les nettoyer. Dans mon cas, donc,
les profondeurs que j'utilise pour les planches à découper, j'essaie de faire quelque chose d'assez profond. On va quand même parfois taper assez fort là-dessus avec des couteaux, etc. Et donc, la partie qui est en contact entre les deux doit être assez grande. Les profondeurs que j'utilise et que je vais utiliser comme exemple dans ce tuto sont de 8 mm de profondeur pour la partie femelle, 7 mm de contact entre les deux, 2 mm au-dessus de la planche pour pouvoir venir découper la partie supplémentaire qui est en trop sur la partie mâle, et ça me donne donc 9 mm de profondeur pour ma partie mâle. Et ça me laisse évidemment, si je fais des différences, 1 mm en dessous pour la colle. Donc sur le morceau de chêne, on va pouvoir graver au maximum, évidemment, un motif qui fait la taille du morceau de Padouk, qui est un peu plus petit. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire un bouton YouTube. C'est assez facile. On ne va pas s'attarder sur la partie dessin. Le but, c'est pas ça aujourd'hui. Le but, c'est de s'attarder sur la partie gravage, donc la partie cam, pas la partie CAD. Allons donc dans VCarve. Dans VCarve, on va commencer par la partie femelle, la partie de base. Je vais donc créer un fichier avec les dimensions de 140 par 125, qui sont les dimensions de ma pièce en chêne, qui va me servir de base. Alors la première décision, une des premières décisions qu'on va prendre, c'est où on met le 0. On peut mettre le 0 dans le coin, on peut mettre le 0 au milieu. Je préfère en général mettre le 0 au milieu, sauf si je sais que je risque de graver à cet endroit-là. Ce qui fait que si j'ai plusieurs fraises à utiliser pour ma gravure et que j'ai mis mon 0 au milieu et que j'ai gravé sur mon 0, ce sera très difficile de retrouver la bonne profondeur pour la seconde fraise. Dans ce cas-ci, ce ne sera pas le cas, je ne pense pas, parce que dans le dessin que je veux faire, il n'y a rien au milieu. Mais on verra, on peut toujours changer par la suite. Alors, on va graver un logo au milieu de notre pièce et on va graver le logo de YouTube que j'ai trouvé sur Internet. Je vous mets le lien en bas. C'est directement un SVG, donc c'est un logo vectoriel, c'est plus facile. On peut parler de la vectorisation, etc. dans d'autres tutoriels, mais ici on va se concentrer sur la partie gravage. Donc je prends juste le logo et j'appuie sur F9 pour le centrer. Donc il est trop petit, je dois l'agrandir, évidemment. Donc juste pour faciliter les choses, je vais grouper tous ces vecteurs ensemble. Ça me fera un seul objet, sinon je risque de déplacer le triangle indépendamment du bord. Et je vais tout rendre inutilisable. Jusqu'où puis-je l'agrandir? Ma pièce de Padouk dans laquelle je vais le graver, qui fera ma partie mâle, est plus petite que ma base. Ce que je vais faire, je vais dessiner un rectangle aux dimensions de ma pièce mâle, qui est ici 95 par 70 ou 95 par 70. Et je vais le sélectionner et le centrer avec F9. Je ne vais pas l'utiliser pour ma gravure pour le moment, mais ça me permet de voir jusqu'à quelle taille je peux agrandir ma pièce, mon logo, sans qu'il ne dépasse de la pièce dans laquelle je vais le découper. Et je fais F9 pour le centrer. On voit ici que mon 0, je vais donc découper cette partie-ci, mais pas la partie à l'intérieur du triangle, et donc mon 0 est sauvé. Je ne vais pas couper au 0, donc je ne dois pas les déplacer mon 0 dans un coin, par exemple, je peux travailler comme ça. Donc voilà ma gravure pour la partie femelle. Voilà mon dessin. Attaquons tout maintenant à programmer le toolpath pour faire cette gravure. Je vais donc ouvrir la fenêtre avec les toolpaths. Je vais l'accrocher parce qu'elle se ferme toute seule. Donc il y a un petite épingle. Vous pouvez l'accrocher comme ça, elle ne se ferme pas toute seule. Et je vais sélectionner mon logo. Et je vais lui dire que je fais un VCarve toolpath. Donc vous vous souvenez, on ne fait pas un pocket qui est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec la fraise droite, qui serait très difficile à enfoncer, qui n'est pas moins précis, etc., etc. Donc on fait un VCarve toolpath. Alors un des grands mystères de VCarve, c'est sa petite boîte de dialogue, sa petite boîte sur les cutting depths, les profondeurs de coupe, avec le start depth et le flat depth. Donc voyons un peu ce que tout ça veut dire. Si je regarde le lit de ma machine, le bas de ma machine, ma plaque de base, sur laquelle je suis venu poser ma pièce, les références sont là où ma fraise va démarrer. C'est ce que VCarve appelle le Z0.
Donc ça, c'est considéré comme 0. En dessous de ça, il y a ce que VCarve appelle la start depth. La start depth, c'est la première valeur dans cette boîte. Et c'est en fait, si vous voulez dire à VCarve, je creuse dans une pièce qui a déjà été gravée. Donc je creuse à l'intérieur d'une gravure existante. Et donc VCarve va supposer que toute la partie entre le 0 et le start depth est déjà vide. C'est important pour la suite, on y reviendra. Et ensuite, vous avez la partie que vous voulez graver. Et ça, c'est la différence, c'est entre la start depth et la flat depth. Si je reviens vers ma pièce, que j'ai expliqué tout à l'heure, et on va regarder pour le moment la partie femelle. J'ai dit que je voulais 8 mm de profondeur dans ma partie femelle. C'est très simple. Je mets donc un start depth à 0 mm, qui sera aussi mon Z0, donc là où ma fraise va démarrer. Et je mets une flat depth à 8 mm. Ma fraise va donc creuser 8 mm. Je vais utiliser une fraise en V à 15 degrés de 6 mm. Alors pourquoi une fraise en V à 15 degrés? Pourquoi pas une fraise à 60 degrés ou à 90 ou 90 degrés ou à 45 degrés? Il y a une bonne raison à ça. Alors pourquoi est-ce que j'utilise une fraise à 15 degrés et pas une fraise à 60 degrés ou à 45 degrés qui sont quand même beaucoup plus faciles à trouver, surtout en Europe, et qui sont beaucoup moins chers? Imaginons que vous vouliez creuser, vous vouliez graver quelque chose de pas très large, donc comme un caractère pas trop grand ou un dessin qui comporte des parties qui sont assez fines. Si vous faites ça avec une fraise à par exemple 60 degrés, avant d'arriver à la largeur que vous voulez graver, la fraise va s'enfoncer très peu. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec une incrustation qui est très peu profonde et qui ne va pas tenir très fort. Alors que si vous utilisez une fraise beaucoup plus pointue, vous allez pouvoir graver pour la même profondeur ou la même largeur, vous allez pouvoir graver beaucoup plus profond et ça vous fera une incrustation qui va s'insérer beaucoup plus profondément dans la base et donc être beaucoup plus solide. C'est la raison pour laquelle j'utilise toujours des fraises les plus pointues possibles, 10 ou 15 degrés. Pour cette fraise, je vais faire des profondeurs de passe de 4 mm à une vitesse de, je peux carrément monter à 1000 mm par minute avec ma machine. Le spindle speed n'est pas très important pour moi parce que je n'ai pas de moyen de le contrôler directement depuis le G-code. Je dois donc le régler à la main sur ma fraiseuse. Et pour le nettoyage, we do have quite a bit of material here to remove around the triangle, so we're going to use a clearance tool and I'm going to use a 3.175 mm clearance with straight bit, which is 1/8 of an inch. 5 mm de passe, You can select the width of your clearance bit depending on how much material you want to remove and how thin the lines. If you're carving characters, for example, you might want to select 2 mm bit for clear out. If you want that bit to be able to go into the characters and you don't want the V bit to do too much of the clearance of the wood, because then it takes a lot of time to do that. So I'm using a 3.175 mm, 1/8 of an inch straight bit for the clearance tool. Je devrais peut-être prendre la 2 mm pour qu'elle puisse au moins passer à l'intérieur des lettres. Pour le reste, vous pouvez garder les paramètres de fraisage. Vous pouvez éventuellement décider de travailler en raster. Le raster, ça va faire quoi? Ça va faire avancer votre fraise de façon droite. Donc si par exemple, ici je vais renommer ceci en pocket, sans faire de faute, c'est mieux. Si je fais mon toolpath, vous voyez qu'il va tourner autour de tous les objets. Si je le fais en raster, il va le faire de façon droite. Alors ça c'est très bien si vous devez enlever quelque chose qui dépasse. On le fera plus tard, vous le verrez quand on nettoiera. Mais pour le moment on n'a pas besoin, c'est plus propre et la finition est meilleure si vous utilisez le offset. Donc je lui donne un nom, je l'appelle pocket et je la calcule. Donc vous voyez que j'ai deux toolpaths, deux chemins de fraise. Et si je vais les cacher et faire un preview. Voilà à quoi ma gravure va ressembler. Si je refais le preview, vous voyez que le premier toolpath est le nettoyage avec ma fraise de 3.1 mm et le second est les bords
avec ma fraise de 6 mm en V à 15 degrés. Voilà donc à quoi va ressembler ma partie femelle. Ça m'a l'air très bien. On va maintenant sauver notre toolpath. So let's save our toolpath. The post-processor you use might differ depending on your machine. This one, the GRBL, works well for the Arduino-based GRBL machines, but could depend if you use another machine. You could use another processor. Et on va s'attaquer à la partie so we save it under its name, a good name, and then I'm going to save that je vais la sauver pocket sous un part. autre nom aussi. Save as, où je vais l'appeler I call it pocket. plug. Is a good name for it. Qui est la partie and I'm going to save it also as a plug part. So now I'm going to start working on the plug. I always start from the pocket to create the plug. I'm going to delete all of the existing toolpaths which were for the pocket because now I'm working on the plug. Donc vous voyez qu'ici j'ai le dessin, le rectangle extérieur, c'est la dimension de la pièce dans laquelle je vais graver ma partie mâle. Je vais donc changer les dimensions de mon job pour coller au plus juste à celui-là. Et c'est donc 95 ou 95 par 70 ou 70. Est important ici l'épaisseur. Vous allez comprendre pourquoi plus tard, parce qu'on va creuser plus profond dans cette pièce pour la découper. Et donc j'ai mesuré au pied à colis qu'elle fait 17,5 mm d'épaisseur. Alors un point important, c'est que pour cette pièce-ci, on va creuser à l'inverse, à l'opposé, en négatif de ce qu'on a fait. Et donc on va venir creuser autour du logo et à l'intérieur du triangle. Ce qui fait que je vais creuser à mon zéro. Donc quand j'aurai creusé mon premier passage avec ma première fraise et que je devrais venir repositionner la pointe de ma seconde fraise sur mon zéro, j'aurai plus de référence de profondeur. Je vais donc déplacer mon zéro dans le coin pour cette pièce-là. Donc je clique ici, le Datum Position en bas à gauche. Et je fais OK. Je peux supprimer le rectangle de dimension que j'avais fait auparavant. Voilà. Et je vais donc maintenant dire à VCarve qu'il doit graver cette pièce. Alors un point important à cette étape de la gravure, c'est qu'on va faire la partie mâle. Imaginons qu'on a découpé ceci dans la partie femelle. Si je regarde ça en coupe, voilà ce que ça va donner dans ma gravure pour la partie femelle. Si je grave la même chose en négatif sur ma partie mâle, qu'est-ce qui va se passer quand je vais essayer de l'emboîter? Oui, je l'ai fait plusieurs fois. J'oublie, ça m'arrive régulièrement de faire un miroir à 180 degrés de la partie mâle pour qu'elle puisse s'emboîter correctement dans la partie femelle. On va donc faire ça maintenant. Alors pour faire le miroir dans VCarve, c'est très simple. Il suffit de sélectionner l'objet et d'utiliser la touche miroir. Vous avez le choix entre faire un miroir horizontal ou un miroir vertical. Un miroir horizontal comme cela ou vertical. Ça n'a pas vraiment d'importance lequel vous allez choisir parce que une fois que vous aurez gravé votre partie mâle, vous allez pouvoir la retourner soit horizontalement, soit verticalement. Ce qui se passe, c'est que ma pièce ici étant symétrique sur un axe horizontal, si je fais un miroir vertical, je suis en train de le faire, mais vous voyez, il ne se passe rien. Donc en fait, ça n'a pas d'importance dans quel sens on fait le miroir, et je n'ai même pas besoin de faire un miroir pour cette pièce en particulier, parce qu'elle est symétrique sur un des axes, et donc j'ai peut-être fait un miroir ou pas fait un miroir, je ne sais pas combien de fois j'ai cliqué, mais ce n'est pas important pour cette pièce. Évidemment, pour une pièce qui n'est pas symétrique, il faut absolument faire un miroir qui soit vertical ou horizontal. Maintenant, si je sélectionne ma pièce et que je dis à VCarve, fais-moi un toolpath, je vais prendre les mêmes paramètres, que va-t-il faire? Il va faire une pièce qui sera la même que ma pièce femelle. Or, je veux une pièce mâle. Donc, il faut lui faire comprendre que en fait, c'est l'inverse qu'il doit faire. Et comment on fait ça? Je vais supprimer ce toolpath. On va créer un vecteur autour de celui-là. Et comment on va faire ça? Alors, je vais commencer par dégrouper mes objets. Ça me permet de sélectionner juste l'extérieur de mon logo. Et je vais créer ce qu'on appelle un offset. C'est-à-dire je vais créer un nouveau vecteur
qui sera situé par rapport à mon vecteur existant à l'extérieur, outwards, pas à l'intérieur, outwards, et je vais l'écarter de 8 mm. Et vous allez voir pourquoi. Et je vais dire, je ne vais pas faire delete original, je vais garder mon vecteur original, mais je vais créer un nouveau vecteur. Vous voyez que j'ai un nouveau vecteur qui dépasse tout autour. Il dépasse un peu trop, il dépasse de ma pièce, mais ce n'est pas très grave, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, je vais sélectionner tous mes vecteurs, CTRL A, et je vais dire à vcarve, fais-moi un vcarve toolpath, plus les mêmes paramètres, pardon. Alors, concentrons-nous parce que c'est ici que les Romains vont s'empoigner. Et c'est ici que la plupart des gens, moi y compris, ont eu des problèmes avec vcarve. J'ai expliqué tout à l'heure que je creusais ma partie femelle à 8 mm, je me donne donc une start depth de 0 mm et une flat depth de 8 mm. Regardons un peu maintenant si on veut découper la partie mâle. Donc si j'isole la partie mâle, vous vous souvenez des dimensions que j'ai données tout à l'heure, je disais que je voulais qu'elle dépasse de 2 mm et qu'elle s'enfonce de 7 mm dans ma partie femelle, laissant donc 1 mm pour la colle. Isolons la partie mâle, et on va la retourner, puisque sur la machine, c'est comme ça qu'on va la graver. Évidemment, le dessus de ma pièce va maintenant être, qui sera le fond de la pièce quand je l'aurai inséré dans la partie femelle, sera mon Z0. Les 7 mm qui vont s'enfoncer dans la partie femelle sont la start depth. Donc on a une start depth de 7 mm. Et les 2 mm qui vont dépasser seront la flat depth. Donc, si vous voulez, les dimensions sont un peu inversées si vous regardez la partie mâle par rapport à la partie femelle, puisqu'on l'a retournée à 180 degrés. Si je regarde mes deux profondeurs, ça veut dire que ma partie femelle démarrera en start depth à 0 mm et se terminera à 8 mm. Ma partie mâle aura une start depth de 7 mm, qui est en fait la profondeur d'enfoncement dans la partie femelle, et une flat depth, qui est la partie qui va dépasser, de 2 mm. Alors, ok, mais ça pose un problème. Si je regarde uniquement ma partie femelle, et je dis à vcarve de creuser 8 mm, il va faire quoi? J'ai dit que ma fraise pouvait faire des passes de 2 mm. Il va donc faire 4 passes de 2 mm. Aucun problème. Par contre, si je regarde ma partie mâle, souvenez-vous que vcarve s'attend à ce que tout ce qui est au-dessus de la start depth, donc entre le Z0 et le start depth, est déjà vide. Ce qui va donc se passer si je lance vcarve avec ces paramètres de start depth de 7 mm, il va supposer que toute la partie, les 7 premiers millimètres, sont déjà vides, mais ce n'est pas le cas, évidemment, on n'a encore rien creusé à cet endroit-là, puisqu'on commence seulement notre partie mâle. Et donc, quand vcarve va vouloir commencer à creuser, il va dire, je commence à 7 mm, je dois descendre jusqu'à 9 mm, je vais donc faire une passe de 2 mm. En supposant que tout ce qui est au-dessus est vide, ce qui n'est pas le cas, et donc vcarve va prendre, sans le vouloir, un total de 9 mm. Ce qui, évidemment, sur nos CNC de type hobby, est un désastre. 9 mm, c'est beaucoup trop. Ou alors, il faut aller vraiment très lentement, ça va brûler, ça va pas fonctionner. Et donc, là, c'est un gros problème, parce qu'il n'y a pas moyen dans vcarve de lui dire directement, attention, en fait, c'est pas vide, il faut faire des passes là au-dessus. Donc, ce qu'on fait, on trompe vcarve et on lui fait faire à la main, on programme des passes supplémentaires. Ici, pour moi, descendre à 9 mm au total. Je fais une première passe à start depth de 1.5 mm, flat depth de 2 mm. La première passe sera donc 3.5 mm, ce qui est complètement acceptable pour ma machine, évidemment à faire varier en fonction de votre machine. Hein. Vous pouvez faire plus de passes si nécessaire. Une deuxième passe à 4.5 de start depth, 2 de flat depth. Donc la deuxième passe fera 3 mm. J'aurais déjà pris 6.5 mm. La dernière passe ne prendra donc en fait que 2.5 mm. J'aurais pris au total mes 9 mm. Donc j'ai pu faire la découpe que je voulais en évitant que vcarve ne prenne en une seule fois 9 mm, ce qui aurait été un désastre pour ma machine et pour ma fraise. Là, on va lui dire, notre start depth, souvenez-vous, c'était 7 mm, notre flat depth, c'était 2 mm. Donc 7 mm de start depth, 2 mm de flat depth.
je vais utiliser les mêmes fraises que la première fois et je vais appeler ça le plug. Si maintenant je reprends ma preview et que je lance le premier toolpath, il va effectivement créer maintenant une pièce en positif, en mâle. Et le second va créer les bords. Voilà à quoi notre pièce va ressembler. Donc on devrait graver cette pièce. Alors on a deux choses à faire. La première, c'est de dire, vous vous souvenez qu'on avait vu que si on prenait les 9 mm en une fois, comme ici, on allait tout exploser. Il faut donc créer les deux toolpaths que j'avais expliqués, souvenez-vous. Et donc, je vais, avec les mêmes paramètres, refaire un toolpath en vcarve et démarrer à 1.5. Et je vais l'appeler plug pass 1. Je vais ensuite faire le second, même paramètre, mais jusque 4.5. Souvenez-vous, retournez en arrière dans la vidéo si vous vouliez savoir pourquoi 4.5. Et je vais l'appeler plug pass 2. Donc, si je fais une preview, donc je vais cacher mes toolpaths, remettre ma preview à 0. Je vais d'abord faire celui-là, le plug clear 1, mais qui en fait va directement à 9 mm. Pourquoi? Parce que il va les faire dans cet ordre-là, et mes passes, mes pré-passes, si vous voulez, pour éviter qu'il aille directement à 9 mm, sont après. Je dois donc changer l'ordre de mes toolpaths. Le premier, donc tout ce qui est clear 1, c'est ma fraise de 3 mm qui fait le dégrossissage, et tout ce qui n'a pas le clear 1, c'est ma fraise à 15 degrés qui fait la finition. Je vais donc prendre ma première passe en clear 1 et la mettre en premier. Ensuite, je vais faire ma deuxième passe en clear 1 et lui laisser faire la passe finale en clear 1. Idem avec la fraise en V à 15 degrés, la passe 2 et la passe finale. Si je regarde ça dans la preview, ça va donner quoi? Une première passe avec la fraise de 3.1 mm qui va descendre au total à 1,5 plus 2 mm, c'est-à-dire 3,5 mm. Une deuxième passe qui va un peu plus profond. Et une troisième passe qui descend jusqu'à 9 mm, qui est ma passe finale. Idem ensuite avec la fraise en V, une première passe, une deuxième passe, une deuxième passe et une troisième passe. Et ma pièce est plus ou moins terminée. Et de fait, j'ai fait des passes de maximum 3,5 mm en créant à la main deux pré-passes qui permettent de ne pas attaquer trop fort avec la fraise. Alors il nous reste à nettoyer ces petits coins ici. En fait, la pièce est plus grande que ça. Et donc ce qu'on peut faire, c'est qu'une fois que le fraisage sera terminé, c'est passer avec une scie à bande ou une scie sauteuse pour nettoyer les bords. Et enlever toute cette partie qui est en trop, qui va nous gêner quand on va vouloir enfoncer la partie mâle dans la partie femelle. Mais on a une CNC, on est dessus, donc pourquoi ne pas en profiter? Je vais donc faire, en sélectionnant mon vecteur précédent, celui-là, un toolpath supplémentaire, qui sera un toolpath de profil, c'est-à-dire qu'il va juste creuser. Et je vais creuser un profil qui va descendre jusqu'à 17,5 mm à l'intérieur pour détacher complètement la pièce de son support. Pour éviter que la pièce ne se décroche de la machine et pour nous éviter de devoir coller la pièce sur la machine pour ne pas qu'elle se décroche, on va utiliser ce qu'on appelle des tabs, c'est-à-dire, je vais cliquer sur Add Tabs, Edit Tabs, je vais lui dire ne découpe pas à ces endroits-là. Et donc je vais laisser des endroits, comme par exemple ici, ici, on peut en laisser 4, on verra bien où ils sont à la fin, en disant à la machine, à cet endroit-là, laisse une épaisseur de 3 mm, de façon à ce que ma pièce ne se détache pas de son support et que je puisse quand même facilement la retirer. Je vais dire que je vais machiner cela à l'intérieur de mon vecteur, donc la fraise va venir à l'intérieur du vecteur qui est en rose, mais comme j'avais laissé 8 mm
d'épaisseur, c'est pas très grave. J'ai de la place pour passer avec ma fraise. Et je vais utiliser une fraise de 3.175, 3.175. L'important, c'est que la fraise ait des dents assez longues pour pouvoir descendre à 17.5 mm. Je ne suis pas certain que ma fraise de 3.175 peut aller si bas. Donc ce que je vais faire, je vais changer de fraise et je vais faire celui-là avec une fraise de 6 mm. Pourquoi? Parce que ma fraise de 6 mm étant beaucoup plus épaisse, elle est beaucoup plus longue aussi, et donc elle pourra sans problème descendre à 17.5 sans que le mandrin de la machine ne vienne toucher le bois. Et je vais appeler cela le cutout. Tout est bon, je suis bien en inside, parce que je suis... Alors, une dernière chose, oui, je suis en inside. Et donc, si vous regardez ma pièce, je vais creuser ici à l'intérieur. On va creuser à 17,5 mm pour aller jusqu'au fond de la pièce et la détacher de son support. Or, on va creuser à l'intérieur de ce qu'on a déjà creusé, puisque vous vous souvenez qu'on fait un inside vector. Et donc, on a déjà creusé jusqu'à 9 mm. Et donc, on peut dire à vcarve, plutôt que d'aller de 0 à 17.5, commence à 9, et en dessous de 9, creuse 8.5, ce qui au total fera 17.5. J'appelle cela le cutout, et je le calcule. Donc si maintenant je fais une simulation de ce dernier toolpath que je viens de créer, il va détacher ma pièce, comme ceci. Bon, évidemment la pièce dans laquelle je découpe est un peu plus grande, et donc il y aura quand même des bords, et je finirai avec une pièce facile à enfoncer, sans bord qui me gêne. Et je n'aurai pas besoin d'utiliser une scie à bande, que je n'ai de toute façon pas, pour séparer ma pièce de son support. Donc maintenant, on se retrouve avec toute une série de toolpaths. On en a d'abord 3 pour une fraise de 3.1 mm. On en a aussi 3 pour la fraise à 15 degrés. Et 1 pour la fraise à 6 mm qui va séparer la pièce. On va donc les sauver. On va utiliser un petit truc de vcarve ici pour gagner un peu de temps. Je pourrais sélectionner et sauver chaque toolpath séparément. Ça voudra dire que je dois, entre chaque toolpath, remettre ma fraise à 0 en termes de Z et redémarrer le toolpath suivant. Mais vcarve a une petite fonctionnalité bien pratique. Si vous sélectionnez plusieurs toolpaths qui utilisent la même fraise et que vous pouvez faire les uns après les autres, vous pouvez utiliser l'option Output all visible toolpaths to one file. Ça va les grouper ensemble et permettra de ne pas devoir s'arrêter, remettre la fraise à 0, recharger un nouveau toolpath et relancer la machine 3 fois. On ne le fera qu'une fois. Et donc on va l'appeler plug 3.175 ou 175. Je vais faire la même chose avec les 3 toolpaths pour la fraise à 15 degrés. Et je terminerai avec ma fraise à 6 mm. Là, je peux décocher cette option, comme je n'ai qu'un seul toolpath. Et je dois sélectionner le bon, le cutout. Et je sauve cela comme cutout. Et je mets souvent le diamètre de la fraise dans le nom de mon toolpath. Ça m'évite de faire des bêtes erreurs. Vous vous souvenez probablement que pour le Pocket, on avait pris le centre de la pièce comme référence. J'utilise une jauge de 1/10 pour placer ma fraise sans abîmer ma pièce. Et on commence à creuser.
comme je vais couper à travers la pièce pour isoler mon plug, je vais mettre un morceau de MDF sacrificiel pour protéger la Westboard de ma machine. Comme ça, vous voyez, j'ai déjà découpé pas mal de trucs dessus. C'est beaucoup moins cher que de changer la Westboard. Le lendemain, une fois que tout est bien sec, on va retirer les serre-joints évidemment et on va mesurer avec un pied à coulisse pour trouver quel est le coin le plus élevé de notre plug, de notre partie mâle. Je vais marquer ce coin. Pour créer le toolpath qui va me permettre de nettoyer tout ce qui dépasse, je vais dégrouper tous les vecteurs de mon logo, comme ça je pourrai sélectionner uniquement un seul vecteur, l'extérieur. Et je vais encore une fois créer un nouveau vecteur qui sera un offset par rapport à celui-là, qui sera 10 mm à l'extérieur. Alors j'ai mesuré que ce qui dépasse fait à peu près 9,5-9,7 mm. Et donc pour être sûr que je vais pouvoir descendre assez près de la base en retirant tout ce qui dépasse sans la toucher, je vais descendre ma fraise avec une jauge de profondeur d'un demi-mm jusqu'à un demi-mm au-dessus de la base. Et je descendrai jusque là. Et comment je m'assure que je ne vais pas plus bas? Je sais que je dois retirer à peu près 9,5. Donc avec l'application de contrôle de ma CNC, désolé pour l'autofocus, je vais monter ma fraise d'un tout petit peu plus. Donc je dois retirer 9,5. Je vais monter de 10 mm. Et ensuite, je vais la positionner au milieu de ma pièce. On va ensuite créer le toolpath de type pocket. Et comme on est monté de 10 mm par rapport à là où vous voulez s'arrêter au-dessus de la base, on va faire une profondeur de 10 mm. Avec une fraise de 6 mm pour enlever assez bien de matière. Je fais des passes de 5 mm à la fois sans avancer trop vite. J'ai remarqué qu'avec ma machine, ça faisait des bons copeaux. À vous de déterminer évidemment les bons paramètres pour votre propre CNC. On va faire un toolpath de type raster, donc c'est ces toolpaths qui font des passes parallèles. C'est plus facile pour enlever beaucoup de matière comme ça. On va juste se rendre compte d'une petite chose, on va faire un test ici. On va construire le toolpath, c'est-à-dire on pourrait le faire en horizontal. Ça nous permettrait de faire moins de changements de direction. Et donc on va changer l'angle du toolpath, on va le mettre à 0 degré, donc il sera horizontal et donc on fera moins d'aller-retour, on fera moins de changements de direction avec la fraise. Et voilà à quoi il va ressembler. Et voilà un de mes moments préférés où on commence à voir le résultat final apparaître. On fait ensuite un bon ponçage, on commence au grain 40 et on monte jusqu'au grain 180 ou 240.
Comme il s'agit d'un objet pour décorer qui ne sera pas en contact de la nourriture, je peux me permettre de mettre du vernis dessus, ce que je ne pourrais pas faire évidemment avec une planche à découper. On pourrait faire un autre tuto sur les finitions des planches à découper si vous voulez plus tard. On va mettre 2 ou 3 couches de vernis. Et voilà le résultat final, donc un petit montage très simple mais qui vous montre toutes les étapes et toutes les façons de créer des V-Carve Toolpath en utilisant Vectric V-Carve. J'espère que ça vous a servi, que ça vous a été utile et que ça vous inspirera à créer des choses. N'hésitez pas à les partager avec moi dans les commentaires, je suis très intéressé de voir vos réalisations et j'espère que ce tutoriel vous a plu.